Nous sommes en 1204, au pied de la plus grande forteresse de France. Alors que le roi des Francs, Philippe Auguste, a déclaré la guerre au roi d'Angleterre, Jean sans Terre, les deux camps s'affrontent pour le contrôle de la Normandie. Les Plantagenets estiment que Château-Gaillard peut tenir tête à l'os royal pendant des mois. L'ouvrage est en effet un chef-d'œuvre d'architecture militaire et les Angevins le considèrent comme imprenable. Malheureusement pour eux, le Capétien engage des travaux césariens pour en venir à bout. Avec 2 lignes de fortification comme à Alésia et avec des assauts répétés sur les remparts, Philippe Auguste s'empare de la forteresse après 8 mois de siège. La clé de voûte de la Normandie est entre ses mains et d'un jour à l'autre, son armée prend une option décisive sur la victoire. Sitôt après la chute de Château-Gaillard, Jean sans Terre est humilié et toute la Normandie rend hommage aux Capétiens. L'empire plantagenet est donc amputé de son duché le plus riche et le plus stratégique. Le prince angevin doit trouver de nouveaux alliés de toute urgence afin d'endiguer l'expansion française. Heureusement pour lui, le pape à Rome, mais aussi le comte de Flandre et l'empereur germanique ont tous intérêt à le rejoindre dans son effort. Pour la première fois dans l'histoire, une coalition gigantesque doit marcher sur Paris pour casser l'ascension fulgurante du roi de France. Avec la fête des pères en approche, pourquoi ne pas faire le meilleur des cadeaux avec un livre sur l'histoire de France? Si vous aimez les Gaulois, si le nom capétien vous fait vibrer, si l'épopée de Napoléon ou de Jeanne d'Arc vous a toujours rendu curieux, eh bien notre sponsor, les éditions Phoenix, ont un catalogue pensé pour vous. Avec des rééditions d'ouvrages sur Philippe Auguste, Saint-Louis ou encore Louis XIV, il y aura forcément un personnage, une période, un auteur qui vous fera voyager dans le temps. Pour la fête des pères, les éditions Phoenix proposent une réduction exceptionnelle pendant 2 semaines avec des livres à 40 €. L'occasion de faire un cadeau utile, entièrement fabriqué en France, avec une couverture et des reliures que tout le monde remarquera depuis votre salon. De plus, une partie des bénéfices sera reversée à des associations qui défendent le patrimoine. Cliquez sur le lien juste en dessous pour en profiter et bonne fête des pères avec les éditions Phoenix. En 1204, Philippe Auguste s'empare du duché de Normandie à cheval entre l'Angleterre et l'Anjou. Comme vu dans l'épisode précédent, une conquête au Moyen-Âge est avant tout un acte symbolique. Les seigneurs normands ne rendent plus hommage aux Plantagenets comme ils en avaient l'habitude, ils rendent désormais hommage aux Capétiens. Par contre, la cour de Paris ne se contente pas de symboles traditionnels, elle veut surtout affaiblir les princes angevins en s'assurant que la Normandie leur échappe à tout jamais. En abandonnant le titre de roi des Francs, Philippe Auguste insiste sur le fait qu'il détient tous les droits de suzeraineté sur ses terres. Il est désormais roi de France et aucun prince sinon lui-même ne peut concurrencer ce pouvoir. Pour cette raison, la conquête symbolique va se transformer en conquête territoriale avec l'ambition de casser la mainmise des Plantagenets sur la Normandie. En effet, pour faire de la Normandie un duché français et non plus rattaché à la couronne anglaise, Philippe Auguste réalise un véritable tour de force. D'abord, il exige que tous les nobles normands lui prêtent serment et surtout qu'il refuse de rendre hommage au roi d'Angleterre. Ce n'est pourtant pas évident d'un point de vue juridique. Jean sans Terre possède légalement le titre de duc de Normandie et tout seigneur habitant ce fief lui doit fidélité. Seulement, le roi de France a fait la commise des terres de son vassal, c'est-à-dire qu'il lui a confisqué son duché car Jean serait un souverain immoral. On l'accuse déjà d'avoir fait enlever son épouse, Isabelle d'Angoulême, alors qu'elle était promise à un autre seigneur. On l'accuse aussi d'avoir provoqué la mort de son neveu, Arthur de Bretagne, un ancien protégé de la cour de Paris. Pire encore, on accuse le roi d'Angleterre d'avoir refusé de prêter hommage au roi de France alors que le premier détient des possessions françaises. Philippe Auguste dispose ainsi d'arguments juridiques et moraux pour saisir le duché et l'intégrer pleinement dans le domaine royal. Si vous vous souvenez bien, le domaine royal désigne la partie du royaume administrée directement par les Capétiens. À l'aide de baillis, épaulés par des vicomtes et des sergents, Philippe Auguste y collecte l'impôt et y supervise les affaires intérieures de ses sujets. C'est en fait en ceci que la conquête du duché n'est pas seulement symbolique et qu'elle est également territoriale. En plus de recevoir l'hommage vassalique des nobles normands, leurs territoires sont complètement incorporés dans le domaine de la couronne. Ainsi, sur la carte, nous pouvons voir que le domaine royal connaît une expansion phénoménale après le siège de Château-Gaillard. La conquête de la Normandie double en une seule année la taille du territoire capétien. De Paris jusqu'au bord de la Manche, en passant par Alençon, Bourges et Senlis, l'autorité royale collecte librement l'impôt et dispose de garnisons dans toutes les villes. Cela d'autant plus que Philippe Auguste hérite aussi du Vermandois presque en même temps. Si vous vous souvenez de l'épisode 1, le roi avait enlevé ce comté à la maison de Flandre et l'avait confié à une aristocrate qui n'avait pas d'enfant.
Désormais décédée, la comtesse de Vermandois donc lègue son fief au roi de France. Celui-ci jouit désormais d'un domaine 3 fois plus grand que lorsqu'il est monté sur le trône. Pourtant, si le Capétien se félicite de cette expansion fulgurante, il sait aussi que son ascension ne peut se faire sans concessions importantes. En Normandie, il promet de respecter la coutume locale, il jure que les traditions normandes seront respectées, il annonce haut et fort que l'autonomie des seigneurs n'est pas en danger. De même, il promet au clergé local une plus grande indépendance dans la conduite des affaires religieuses. Sous son sceptre, annonce-t-il, les évêques pourront choisir librement leurs prêtres, un droit que les rois d'Angleterre leur avaient enlevé depuis longtemps. Ce n'est donc pas seulement par la force militaire que le roi de France conquiert la Normandie, mais également en créant de nombreux privilèges pour ses nouveaux sujets. Continuant sur sa lancée, le Capétien, qui vient de tripler la taille de son domaine, s'intéresse aux autres fiefs français de Jean sans Terre. Le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, la Saintonge, la Marche, le Limousin, l'Auvergne. Il veut également faire la commisse de ces comtés comme il vient de le faire pour les Normands. Par chance, il est aussi aidé de façon involontaire par son propre rival, dont le comportement désespère ses vassaux une fois de plus. Après la perte de Château-Gaillard, le Plantagenet choisit de punir ceux qui l'ont trahi. Tous les seigneurs de Normandie qui ont rendu hommage au roi de France sont déclarés ennemis de sa couronne. S'ils ont des châteaux, s'ils ont des maisons, s'ils ont des possessions quelconques en Angleterre, le prince angevin les fait confisquer pour renflouer ses pertes financières. Cependant, c'est en fait une erreur stratégique qu'il vient de commettre. Au lieu de se poser en défenseur des seigneurs normands, dont beaucoup ont à perdre dans la politique de Philippe Auguste, il ne leur donne pas d'autre choix que d'accepter la suzeraineté française. Pire encore, cette décision, qui s'ajoute aux accusations déjà très graves de félonie, rend ses vassaux peu enclins à se sacrifier pour lui. Quand les armées du roi de France envahissent la vallée de la Loire, l'ost royal est souvent accueilli à bras ouverts dans les provinces. L'Anjou, la Touraine, le Poitou et la Saintonge sont intégrés au sein du domaine royal, d'autres comtés gardent leur indépendance mais rendent désormais hommage au roi de France. Qui aurait cru qu'une simple victoire à Château-Gaillard soit suivie par l'effondrement des 3/4 de l'Empire angevin. Entre 1204 et 1206, la destruction de l'Empire angevin se double d'une expansion fulgurante de la puissance capétienne. Même si les seigneurs sont toujours autonomes, voire indépendants dans de nombreux domaines, des baillis nommés par le roi de France assurent le relais de l'autorité royale partout dans le royaume. La conséquence est impressionnante, Philippe Auguste devient d'un seul coup le seigneur le plus puissant du pays, un statut que n'avaient jamais acquis ses prédécesseurs auparavant. Plus que le comte de Bourgogne, plus que le comte de Champagne, plus que le comte de Flandre, c'est désormais le Capétien qui peut réunir la plus grande armée. C'est aussi lui qui peut collecter le plus d'argent grâce à un réseau de villes commerciales bien développé. C'est lui en fin de compte qui est le premier seigneur parmi les seigneurs de France. Au-delà de la théorie exprimée par le changement de titre, de Rex Francorum à Rex Franciae, les conquêtes ont changé la dimension du règne de Philippe Auguste. Qu'il soit normand, saintongeois, poitevin, parisien ou orléanais, qu'il parle le flamand, l'occitan ou bien patois français, la plupart des seigneurs de France sont désormais sujets directs de la couronne. Le pays peut ainsi commencer sa transition vers un royaume centralisé autour des Capétiens. Dans les années qui suivent, l'Empire plantagenet continue sa descente aux enfers. Suite à la mort d'Arthur, dans des circonstances assez floues, la succession dans le duché de Bretagne fait l'objet de toutes les convoitises. Les seigneurs bretons, dont l'objectif est de toujours protéger leurs intérêts de court terme, optent alors pour le camp français. Ils rendent hommage à l'un des cousins de Philippe Auguste, Pierre, qui devient leur nouveau duc. La Bretagne accueille pour la première fois de son histoire un Capétien sur son trône. Le duché conserve bien sûr une indépendance, mais les liens familiaux et donc politiques avec Paris deviennent beaucoup plus forts. Ainsi, les Bretons obtiennent un statut similaire à celui des Bourguignons, dont la famille dirigeante est également d'origine capétienne. Les deux duchés sont autonomes, mais partagent un destin commun avec le prince de Paris. En tout cas, sur la carte, l'influence de la maison Capet devient omniprésente au nord du royaume. Avec l'expansion du domaine royal, qui occupe un bon tiers du territoire, et la confirmation des droits capétiens en Bourgogne et en Bretagne, Philippe Auguste réalise un véritable coup de maître. Arrivé vers 1210, seules la Guyenne et l'Angleterre restent encore fidèles aux Plantagenets. Jean sans Terre est complètement désespéré, ses vassaux français l'ont subitement abandonné et seule une aide extérieure pourrait le sortir de là. La seule question qui se pose, c'est qui pourrait bien venir à son secours. De nombreux souverains sont ruinés par les croisades et n'ont ni l'argent ni l'énergie pour repartir en guerre. Heureusement pour lui, l'expansion phénoménale des Capétiens interroge aussi les autres souverains d'Occident.
Juste à côté, l'empereur germanique voit d'un très mauvais œil les conquêtes de Philippe Auguste. Otton IV ne peut pas se permettre d'avoir un voisin plus puissant que lui, car ce serait la porte ouverte à l'ingérence française dans ses affaires intérieures. Pour prévenir plutôt que guérir, il aimerait envahir la France et obtenir la suzeraineté sur la Champagne et la Bourgogne. Il amputerait ainsi le royaume capétien d'un bon tiers, tandis que Jean sans Terre, de l'autre côté, récupérait tous les fiefs perdus après Château-Gaillard. Au début des années 1210, l'ascension fulgurante du roi de France provoque une réaction immédiate de ses voisins. L'alliance anglo-germanique veut littéralement démembrer le royaume capétien et elle reçoit d'ailleurs l'appui de vassaux stratégiques de Philippe II. C'est notamment le cas des Flamands, dont le comte craint plus que tout la montée en puissance de Paris. Rappelez-vous, la maison de Flandre est arrivée à un moment très particulier de son histoire. C'est elle qui était en première ligne dans la 4e croisade. Ces chevaliers étaient partis tambour battant vers l'Égypte quand ils ont soudainement été détournés de leur destination. Au lieu d'aller vers le Caire et de batailler pour la vallée du Nil, ils ont finalement remonté la mer Égée et ont été débarqués à Constantinople. La raison, les pèlerins n'avaient pas assez d'argent pour payer les navires vénitiens. Or, après des disputes avec l'Empire byzantin au sujet du devenir de la croisade, les chevaliers d'Occident ont envahi, pillé, ravagé et même brûlé la capitale des Romains d'Orient. Un véritable désastre qui a choqué le monde chrétien mais qui a finalement fait les bonnes affaires de la maison de Flandre. Baudouin IX, théoriquement vassal de Philippe Auguste, s'est donc fait élire empereur en ravissant le titre impérial aux Basileus. Par le jeu imprévisible des rivalités féodales, mêlées au hasard incroyable des événements, les croisés ont fondé l'Empire latin de Constantinople avec un flamand à sa tête. Un événement qui aura de lourdes conséquences pour la France. En effet, à plus de 2500 km de là, le comté de Flandre sort paradoxalement très affaibli de ses péripéties. Quand le comte est devenu empereur de Constantinople en 1204, la même année où Philippe Auguste avait conquis Château-Gaillard, il n'avait toujours pas d'héritier mâle et sa mort en 1205 provoqua une crise de succession. Pour le roi de France, c'était une opportunité à ne pas manquer, il en profita pour obtenir un droit de regard sur toutes les décisions politiques de la maison de Flandre. Sauf que l'héritière du comté, Jeanne, se maria à un puissant noble d'origine portugaise, Ferrand. Encouragé par le comte de Boulogne, il rejoint la coalition anti-capétienne qui doit envahir la France. Le pari est risqué, seulement l'empereur germanique ainsi que Jean sans Terre lui promettent en récompense le Vermandois. Quant au comte de Boulogne, qui aurait joué un rôle crucial dans l'organisation de la coalition, il recevrait l'Île-de-France et Paris. De cette façon, le comte de Flandre rejoint littéralement une guerre d'anéantissement contre les Capétiens. Alors, arrivé en 1214, Philippe Auguste, dont l'expansion fulgurante a surpris tout le monde, est au devant du plus grand danger de son règne. La commise des possessions françaises de son rival a décuplé la puissance de sa maison au point d'attirer la suspicion de ses voisins. Le roi de France fait donc appel à l'Ost, tous les vassaux fidèles à sa couronne doivent venir à son secours pour repousser l'invasion générale du royaume. Il est probable qu'il soit en infériorité numérique, mais il pourra aussi compter sur des princes talentueux. Son fils, Louis le Lion, ainsi que son cousin, le duc de Bourgogne, répondent à l'appel de la couronne. Maintenant et plus que jamais, les Capétiens doivent vaincre ou périr, et c'est toute l'histoire de France qui est sur le point de basculer. Au printemps de l'année 1214, l'extraordinaire réussite de Philippe Auguste provoque un véritable sursaut chez ses voisins. Inquiets de voir les Capétiens dominer un si grand territoire aussi rapidement, des armées sont levées en Angleterre, en Guyenne, en Flandre et en Germanie. Les Plantagenets veulent se venger, évidemment, suite à la perte de leurs possessions françaises. Les Germains veulent prévenir le danger que représente un voisin trop puissant. Otton IV a de plus une dent personnelle contre Philippe Auguste, car ce dernier avait soutenu son rival lors des élections impériales. Les deux alliés sont soutenus par le comte de Flandre ainsi que par le comte de Boulogne qui ont tout à gagner à voir les Capétiens s'effondrer. Si la coalition gagne, le royaume de France sera démembré. Si la coalition perd, la royauté capétienne n'aura plus d'ennemis capables de freiner son ascension. Dès les premiers jours de la guerre, la coalition anglo-germano-flamande reçoit le soutien moral de l'Église de Rome. Le pape, Innocent III, rappelle que Philippe Auguste n'a toujours pas repris sa femme auprès de lui. Le souverain français n'est peut-être plus bigame, car sa deuxième épouse est décédée lors d'un accouchement, mais Inchburg est encore enfermé dans un couvent.
Seulement, la situation n'a pas changé depuis les épisodes précédents. Si le Capétien est pointé du doigt pour le traitement réservé à la reine, le plus important pour lui est de sécuriser sa lignée. Rappelez-vous, pour des raisons encore mal comprises, le roi de France aurait développé un dégoût profond pour Inchburge. Il aurait peur de ne pas pouvoir lui faire d'enfant, et dans ce contexte, il refuserait catégoriquement de vivre avec sa femme. Seuls Louis le Lion et Philippe Hurepel peuvent hériter de ses titres, ce qui est encore insuffisant pour garantir sa succession. Alors, Innocent III profite de cette situation invraisemblable pour soutenir le rival du roi de France. Jean Santerre n'est pas exempt de reproches, mais il s'est placé sous la protection du Saint-Siège. Si la coalition venait à l'emporter, le pape obtiendrait ainsi une plus grande influence sur les affaires françaises. Confiant, c'est donc avec le soutien de la papauté que Jean débarque à La Rochelle en février 1214. Son plan est de remonter vers la Loire pour se réconcilier avec ses anciens vassaux, puis de les convaincre de changer de camp une fois de plus. Ce faisant, l'armée anglaise fixerait les Capétiens par l'ouest, tandis que les Germains et les Flamands marcheront sur Paris par le nord-est. De l'autre côté, Philippe Auguste sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur dans cette campagne. Heureusement pour lui, les comtés stratégiques comme la Champagne et la Bourgogne lui restent fidèles, si bien que l'Ost royal réunit une armée assez nombreuse. Pour les Champenois comme pour les Bourguignons, personne n'a vraiment intérêt à passer sous suzeraineté germanique. Ensuite, les seigneurs situés entre la Picardie et la Loire répondent également à l'appel du roi. Par contre, les territoires de l'Ouest ne sont pas mis à contribution. La suzeraineté capétienne y est encore trop récente et il faut conserver des garnisons pour contrer l'invasion anglaise. Quoi qu'il en soit, Philippe Auguste estime qu'il a suffisamment de soldats pour prendre l'initiative. Alors que les Germains n'ont pas encore traversé la frontière, son fils prend les devants en ravageant le comté de Flandre. Désormais âgé de 27 ans, Louis le Lion fait incendier les villes, il fait prendre d'assaut les forteresses, il mène personnellement des raids effrénés dans tout le pays pour assommer complètement son ennemi. Reste à savoir si les Anglais pourront venir en aide à leurs alliés. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Jean Santerre déroule son plan en remontant vers les terres historiques des Plantagenets. Seulement, il se retrouve bloqué devant la forteresse de La Roche-aux-Moines qui résiste à l'envahisseur. Louis le Lion a donc le temps de parcourir la moitié du royaume avec 800 chevaliers pour engager le roi d'Angleterre dans son dos. La bataille qui s'ensuit voit la victoire totale des Capétiens et la fuite peu honorable de Jean Santerre. Ainsi, tandis que l'invasion germanique n'a toujours pas commencé, le roi de France a pratiquement vaincu 2 ennemis sur 3. Son rival angevin fuit vers l'Angleterre en catastrophe. Les Flandres sont encore sous le choc des raids effrénés de Louis le Lion. Dans ces conditions, il ne reste plus à Philippe Auguste qu'à repousser la formidable armée d'Othon IV. Lorsque l'empereur arrive près de Valenciennes, il fait réunir l'hoste royal à Tournai. La coalition aurait environ 10 000 hommes, anglais, flamands et germains pour la plupart. Le Capétien pourrait compter sur environ 7 000 Français, champenois et bourguignons. Les deux armées sont désormais prêtes et se rencontrent près d'un village appelé Bouvines. Le 27 juillet 1214, Philippe Auguste déploie ses troupes en ligne en avant de la rivière Marque. La position paraît plutôt dangereuse car en cas de poussée germanique, ces troupes n'auront qu'un seul pont pour se mettre en sécurité. Cependant, les capitaines du roi de France pensent autrement. Dans un contexte d'infériorité numérique, la topographie peut en réalité se révéler avantageuse. Un bois sur la droite empêche l'ennemi de déborder l'armée sur son flanc, un marais sur la gauche rend difficile les manœuvres de contournement. De plus, si jamais certains vassaux décidaient de trahir le Capétien en l'attaquant par derrière, la rivière ainsi que les marais tout autour constituent des points d'appui défensifs naturels. La zone de déploiement est donc périlleuse sur le papier, mais elle est excellente d'un point de vue militaire. Alors, dans l'autre camp, l'empereur est assez confiant. Il demande à ses capitaines de fixer l'ennemi sur ses ailes pour enfoncer de toutes ses forces le centre français. Grâce à la supériorité numérique, pense-t-il, ces fantassins pourront écraser les défenses capétiennes et capturer le roi de France. Par contre, si les coalisés approuvent le plan, ils n'osent pas commencer l'assaut car le 27 juillet est aussi un dimanche. Les chrétiens ne se battant pas en ce jour du Seigneur, on se dit que l'attaque sera reportée au lendemain, mais Othon IV en décide autrement. Lui qui est justement fâché avec le pape pour des raisons politiques, il estime que les règles de l'Église ne sont pas plus importantes que les siennes. La bataille de Bouvines aura lieu quand il le décidera et c'est aujourd'hui qu'il compte donner l'assaut. Ainsi, la bataille de Bouvines s'engage au mépris des conventions chrétiennes, ce qui joue négativement sur le moral de l'armée coalisée.
Les combats n'en sont pas moins féroces, la cavalerie sur la droite est menée par le duc de Bourgogne pour engager les chevaliers flamands. Sur la gauche, les fantassins anglais se jettent sur les lignes capétiennes et la mêlée s'engage dans la confusion générale. Au centre, l'hoste royal, dont les deux ailes sont fixées par la coalition comme prévu, se prépare à recevoir l'assaut décisif de l'empereur. Dans un premier temps, le plan d'Othon IV fonctionne à merveille. Grâce au poids du nombre, ses soldats percent les défenses et atteignent la position de Philippe Auguste. Le roi de France est alors encerclé, il serait même tombé de cheval et ses chevaliers auraient dû faire rempart de leur corps pour le protéger. Les récits officiels rapportent des comportements héroïques de la part des Français. Ce serait uniquement par le sacrifice de nombreux soldats que les Germains auraient été repoussés in extremis. Philippe Auguste aurait donc pu se relever, il aurait ensuite brandi l'oriflamme de Saint-Denis, le symbole de ralliement à sa couronne. Il serait enfin remonté à cheval de façon à s'afficher devant tout le monde. Pour les chevaliers, c'est le signe que la vie du roi n'est plus en danger et que la bataille n'est pas terminée. Après la quasi-capture du roi de France, aucun camp ne semble pouvoir prendre l'avantage. Les coalisés sont plus nombreux, mais la bonne position défensive de l'os royal l'empêche d'être débordé sur les flancs. Puis, alors que les combats sont confus de part et d'autre, le duc de Bourgogne remarque que les chevaliers flamands commencent à flancher sous la pression. Saisissant l'instant, sa cavalerie s'engouffre dans la brèche en perçant les rangs du comte de Flandre. Son mouvement décisif disloque complètement l'armée coalisée, il parvient même à menacer le contingent germanique sur ses arrières, créant une panique dans les rangs ennemis. Dans le même temps, la situation à la droite de Philippe Auguste tourne également à l'avantage du Capétien. Au milieu des combats d'infanterie, le commandant angevin Guillaume de Salisbury croise le fer avec l'évêque de Beauvais Philippe de Dreux. Le duel est remporté haut la main par le Français qui aurait asséné un coup de massue sur le Plantagenet. Bref, entre la peur d'être réprimandé par le ciel, car la bataille se déroule un dimanche, entre la percée du duc de Bourgogne sur la droite et la grave blessure du comte de Salisbury sur la gauche, les coalisés commencent à craindre le pire. De tous les côtés, c'est la débandade générale qui s'annonce. L'empereur s'enfuit, de peur d'être capturé par les Français, si bien qu'il est suivi par le reste de l'armée. Le 27 juillet 1214, devant le village de Bouvines, c'est donc une victoire totale que remporte le roi de France. Après la bataille de Bouvines, c'est un échec et mat pour la coalition anti-capétienne. Jean sans Terre a fui vers l'Angleterre, Othon IV a fait de même vers la Germanie, les comtes de Flandre et de Bourgogne sont capturés puis emprisonnés dans les prisons du Louvre. Ferrand, te voilà ferré, disent les soldats du roi français, le coup de grâce pour les Flamands qui auront décidément tout perdu sous le règne de Philippe Auguste. De l'autre côté, le Capétien confirme la commise de la plupart des fiefs français des Plantagenets. Seule la Guyenne reste attachée à la couronne anglaise, mais le danger angevin est désormais maîtrisé pour les Capétiens. Quoi qu'il en soit, ces événements ont de grandes conséquences géopolitiques pour l'Occident. Non content d'être le premier seigneur de France, Philippe II devient également l'un des plus puissants souverains d'Europe. L'empereur germanique est discrédité, le roi d'Angleterre est humilié, ces deux souverains devront faire d'importantes concessions à leurs vassaux, ce qui va diminuer leur influence. Philippe II, tout au contraire, dispose désormais de la seule chose qui lui avait manqué pendant son règne. Il a connu un triomphe militaire que les chroniqueurs pourront mettre à l'écrit et faire chanter par les poètes. Si le Capétien avait manqué son rendez-vous avec la gloire lors des croisades, son surnom d'Auguste est désormais scandé dans tout le royaume. Maintenant, pourquoi la bataille de Bouvines est souvent décrite comme un événement fondateur pour l'histoire de France? Comme nous l'avons vu, les fiefs de la couronne angevine ont été confisqués par la couronne capétienne. La campagne de 1214 confirme ce changement de suzeraineté, mais surtout, elle valide l'intégration de nombreuses provinces dans le domaine royal. La plupart des seigneurs du royaume deviennent ainsi des sujets directs de Philippe Auguste, une particularité bien française qui acte la transition du pays vers une monarchie centralisée. Bouvines est donc une bataille fondatrice pour la raison suivante, en donnant au roi de France un statut prédominant sur son propre royaume, elle lie le destin des Capétiens à celui de tous les nobles français. Nous disions en début de vidéo que Philippe II était un suzerain, et bien son triomphe fait désormais de lui un souverain, car la couronne devient l'arbitre suprême de tous les conflits féodaux. Ce lien entre le roi et ses vassaux fera naître un sentiment d'appartenance à la couronne, sentiment qui sera plus tard à l'origine de la nation française. La campagne de 1214 a donc été cruciale, et l'histoire de notre pays aurait été bien différente si elle eût été perdue. Par contre, tous ces rêves de grandeur ne sont possibles que si la succession sur le trône est assurée. Là encore, c'est Louis le Lion qui vient sauver son père. La même année que la victoire de Bouvines, Blanche de Castille accouche d'un fils.
Les parents ne savent pas encore, mais le nouveau-né deviendra le futur Saint Louis, considéré comme l'un des plus grands capétiens dans les livres d'histoire. L'année 1214 aura décidément été pleine de réussite avec la naissance d'un troisième héritier dans la famille. Alors, Philippe Auguste, désormais rassuré, tente de refermer le dernier dossier qui pourrait nuire à sa réputation. Après 20 ans de crise maritale, il accepte finalement de reprendre Inchburge auprès de lui. Son épouse aura donc passé la moitié de sa vie enfermée dans un couvent, mais l'histoire se termine quand même bien pour elle. Elle restera à ses dépens l'une des reines les plus incomprises de l'histoire de France. Pendant ce temps, les Plantagenets retournent en Angleterre et tentent de gérer l'humiliation des défaites. Les déboires de Jean Santerre poussent les barons anglais à lui imposer la Magna Carta, un document qui leur garantit des droits face à la royauté. Pour eux, c'est une façon de se protéger contre un souverain déclaré incompétent. Pour les générations futures, c'est un des premiers pas vers la monarchie parlementaire. Le document garantit en effet de nombreux droits qui vont inspirer les philosophes de nombreux pays. Là où Bouvines a poussé la France vers une royauté centralisée, elle a poussé l'Angleterre vers une monarchie plutôt limitée. Deux pays, deux conceptions différentes de l'État, deux modèles qui servent encore de référence pour le monde d'aujourd'hui. Comme un signe qu'après 1214, chaque événement qui aura lieu en France impactera pour toujours l'histoire du monde. Avant de conclure, remercions les éditions Phoenix d'avoir soutenu cette vidéo. Si vous souhaitez offrir le cadeau parfait pour la fête des pères, foncez explorer leur catalogue. Napoléon, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, la Révolution française, des livres anciens réédités dans un format royal pour faire découvrir l'histoire de France à vos proches. Cliquez sur le lien juste en dessous et profitez d'une offre à 40 € sur une sélection d'ouvrages. Quant à nous, nous concluons ici une série sur Philippe Auguste, mais également un cycle entier sur les Francs. Dans la partie 1, nous avions suivi l'histoire de Clovis et de Charlemagne. Dans la partie 2, nous avions analysé comment l'héritage des Carolingiens s'était effondré sous les invasions vikings. La partie 3 aura été celle des croisades et la partie 4, celle de l'avènement des Capétiens. Peut-être qu'un beau jour, nous ferons un autre cycle sur les rois de France avec Saint-Louis, Philippe le Bel, la guerre de Cent Ans et la monarchie absolue. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt sur Bataille de France.